Recevons l'honorable Jean-Marie Doré, président du parti Union pour le progrès de la Guinée UPG. Il est ancien premier ministre de la transition sous le général Sekouba Konaté. Monsieur Doré, également député à l'Assemblée nationale. Bonjour, honorable Jean-Marie Doré. Bonjour, monsieur. Merci à vous d'accepter d'être dans Œil de Lynx à la technique. Vous avez Mamadou Kone, Mamadou Touré, animation Aboubakr et Azoukaba. Merci et bienvenue. Votre actualité, c'est dans Œil de Lynx. Œil de Lynx, au cœur des dossiers brûlants. C'est sur Lynx FM 91.0 du lundi au vendredi de 10h à 11h. Cette émission est sponsorisée par la galerie Marifala. Vous suivez la radio qui perce le cœur de l'actualité, Lynx FM 91.00. Nous recevons ce lundi Jean-Marie Doré, président du parti Union pour le progrès de la Guinée UPG. Envoyez-lui vos questions par SMS au 669 911 911 et sur Facebook / de lynxfm.com. À présent, Aboubakr pour la première question. Actualité oblige, que vous inspire la tentative de la haute autorité de la communication de museler les médias privés et publics à travers une récente décision que cette institution vient de rendre publique et qui interdit aux journalistes de faire des émissions interactives et de s'adonner à certains genres journalistiques? Je ne sais pas quelles sont les raisons profondes qui ont motivé les autorités de la haute autorité de l'audiovisuel. Il doit y avoir certainement une raison, mais apparemment, cela ne se comprend pas au regard de l'affirmation fondamentale de la liberté de la presse. Parce que s'il n'y a pas de ligne éditoriale, s'il n'y a pas de commentaires, l'actualité ne peut pas être bien comprise. Et c'est pourquoi, moi aussi je m'interroge, pourquoi cette décision? Et donc, à défaut d'une information précise, je ne peux que m'interroger et attendre de meilleurs moments qu'il plaira à la haute autorité de l'audiovisuel de nous donner. En tout cas, il faut rappeler quand même que suite au tollé que cette décision a suscité, notamment l'article 2, Aboubakr le rappelait, qui demandait aux journalistes de ne plus pas faire usage des genres comme la chronique, l'éditorial, le commentaire. La haute autorité de la communication s'est rétractée, elle a envoyé un communiqué où elle s'est excusée, et ce lundi, la haute autorité doit rencontrer les médias et tous les acteurs concernés par cette décision. Peut-être ce qu'on pourrait vous demander, c'est quelle analyse faites-vous aujourd'hui du fonctionnement des médias en Guinée? Non, les médias fonctionnent correctement quand on compare le champ de l'information à d'autres pays, à certains pays, aussi bien en Afrique qu'en Amérique latine. Mais cette harmonie affectée par cette intention d'interdire les commentaires, d'interdire les débats interactifs, il n'y a pas d'autre analyse à faire. Jusqu'ici, vos radios pouvaient recevoir n'importe qui, les poser les questions de leur choix, et la personne invitée pouvait répondre selon son niveau d'information ou de conviction. Si cela est interdit, je ne vois pas comment on peut exprimer l'opinion des hommes des médias et ceux de la classe politique ou de la classe économique. C'est pourquoi je dis qu'il y a certainement une raison, mais cette raison ne me paraît pas être compatible avec les dispositions de la loi qui garantissent la liberté de la presse. Et puis c'est maladroit en ce sens que ça peut affecter l'opinion que l'on se fait, la liberté politique. Pourquoi précisément la veille de la campagne,
officielle. Hein? Donc, ce n'est pas dans l'intérêt de la mouvance qu'on prenne une telle décision. Elle n'a pas besoin de ça pour se déployer sur le terrain. La mouvance n'a pas besoin de ça. Aboubakar. Alors l'autre actualité qu'on ne peut pas non plus occulter, c'est la crise politique actuelle en Guinée, et notamment elle est très axée sur la relance du dialogue politique en prélude aux échéances électorales, et c'est dans les derniers développements, l'opposition républicaine exige des préalables, notamment le retrait de ce chronogramme et puis l'arrêt systématique de toutes les activités de la CENI, et l'UPG, qui est un parti de l'opposition, partage-t-il ses avis ou bien l'UPG a son opinion par rapport à cette situation? Je suis un parti du centre et je ne peux pas faire des propositions ramassées comme ça. La démocratie, c'est le débat. Dans tous les pays démocratiques, le gouvernement prend des décisions que commente plus ou moins négativement l'opposition. Mais est-ce à dire qu'à chaque fois que le gouvernement prend une initiative, il faut lui dire d'annuler? Si on fait cela, à mon avis, ce n'est pas responsable. Il s'agit d'amender la décision de la CENI. Certains disent du gouvernement, c'est leur droit à chacun, pour qu'on trouve un moyen terme et aller aux élections. Entre faire les élections coûte que coûte le 11 octobre ou reporter la date, ou fixer une date d'un commun accord, et à la place à 1000 propositions. Mais il ne faut pas s'arc-bouter sur une prise de position catégorique. À ce moment-là, la démocratie est affectée dans son expression qui est le débat. Moi, je pense qu'il faut aller sans préalable à ce débat. Je connais M. Sako, le ministre de la Justice. C'est un gars qui est libre de ses propos, de ses réflexions. Ça peut vous blesser ou non. Ce n'est pas un cacique. Et c'est bien qu'on lui ait confié. Moi, je me réjouis qu'on lui ait confié le dossier du dialogue. Et il saura faire la part des choses. Ce n'est pas un sommaire qu'on a fait ministre. C'est un monsieur qui a un cabinet qui fonctionnait correctement en France. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est à l'extrémité pour le prix du pain. Comment on dit, comment le monsieur de la miche du pain. Du carburant de la miche du pain. Oui, de la miche du pain. Il paraît qu'il y a un monsieur ici à qui je dois le prix d'une miche de pain. Donc, notre ami Sako n'est pas à ce seuil-là. Hein? Donc, moi, je pense qu'il faut être dans la salle pour faire la proposition. Mais on ne peut pas rester dehors pour dire non, non, non. Ça ne me paraît pas bien. Les opposants se fondent sur l'exemple des dialogues qui se sont succédés et qui ont certainement eu des recommandations, mais ces recommandations n'ont jamais été appliquées selon eux. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. Le dernier accord a été conclu dans les locaux des Nations Unies. Et ce n'est pas le gouvernement qui nous a contraints. C'est un membre de l'opposition qui est parti conclure l'accord dans notre dos. Je ne vais pas citer des noms pour ne pas créer une ambiance davantage de division. Hein. Mais ce n'est pas comme ça. Quand les gens font des erreurs, ils ne se battent pas la poitrine en disant mea culpa, mea maxima culpa. Et beaucoup des échecs ont été provoqués par la communauté internationale intervient dans le débat. J'étais sceptique. Je l'ai dit à mes amis, ils ont dit non, on ne peut pas exclure la communauté internationale, on va écrire à Ban Ki-moon pour qu'il nous envoie quelqu'un. On a envoyé M. Ginit, qui a semé la pagaille. Hein? J'ai dit, mais malgré tout, les gens ne voulaient pas comprendre. Comment voulez-vous qu'un négociateur, un facilitateur, écrive un document de compromis, puis qu'il dise, bon, je signerai après. Il prend son avion pour aller à son nouveau lieu d'affectation. Donc, quand le gouvernement dit qu'il n'est pas engagé par le dispositif de l'accord concernant l'ordre des élections,
il a raison en ce sens que le document n'est pas écrit, n'est pas signé. Vous comprenez? Mais quand l'opposition dit, mais si, il y a eu un accord, c'est vrai, l'opposition a raison, parce qu'il y a quand même eu la volonté partagée entre l'opposition et la mouvance présidentielle d'adjoindre ces documents-là au corps principal des accords. Mais c'est que le corps principal des accords, lui, il était signé par tout le monde. Et M. Ginit a fait la queue de poisson à l'opposition des partis. Donc, vous comprenez, toujours on se rive à une vision du problème et on ne sait pas de prendre l'altitude. Vous comprenez? Alors, l'ordre des élections, c'est important, mais ce n'est pas suffisant. Il y a la liberté de mouvement des partis politiques, il y a la distribution des bureaux de vote, il y a le recensement, il y a le fichier. Si tout cela est bien fait, quel que soit l'ordre des élections, chaque parti récolte ce que vraiment il a semé. Mais supposons qu'on reporte les élections en novembre, mais que tout cela n'est pas respecté. Vous comprenez? Vous aurez obtenu le report des élections, mais vous allez voir des pièges multiples devant vous le jour des élections ou pendant la campagne. Mais pensez-vous que c'est possible de reporter la présidentielle vu que ce calendrier quand même respecte le délai constitutionnel? Mais non, dès lors que la démocratie, c'est le respect quand même de la volonté majoritaire. La volonté majoritaire a été exprimée en Guinée par l'adoption d'une constitution et des lois qui disent qu'il faut faire les élections à date. Et donc, si le gouvernement dit que s'il avait dit, par exemple, qu'il ne veut pas faire les élections cette année, là, le gouvernement serait complètement dans son tort. Mais il respecte le délai constitutionnel. C'est ce que je vous dis en d'autres termes. Si maintenant on veut que le gouvernement change, alors on va dans la salle et on trouve des arguments pour persuader l'autre camp et d'accepter qu'on se rencontre quelque part, qu'il ne soit pas le 11 octobre. Mais on ne peut pas faire une condition catégorique pour dire que s'il ne change pas la date des élections, si on n'arrêtait pas le processus engagé par la CENI, je crois, à terme, ça affaiblit l'opposition. Parce que si on analyse la loi, la communauté internationale toujours vous ramène au respect de la loi. Vous nous avez amené pour voir si le gouvernement triche ou il applique la loi, mais c'est la Constitution qui dit, et le code électoral aussi. Alors qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on vous aide à violer la loi? Oui, mais je pense qu'il faut être dans la salle avec le ministre Sako pour partager avec lui les arguments de l'opposition et de la mouvance et du centre. Vous comprenez? C'est très important. Parce que maintenant, moi, je ne veux pas donner ma caution à n'importe quelle prise de position, puisqu'après, on vous frappe dans le dos. Et quand vous allez vous informer, ce que vous apprenez, vos cheveux crépus sur la tête. Vous comprenez? Les élections pour le report de la date des élections du 28 septembre, on a dit tout sauf l'essentiel. Ce n'est pas le gouvernement qui nous a forcés. C'est des opposants qui sont allés voir le président Alpha Condé et qui ont dit, bon, alors nous voulons bien accepter la date du 28, mais faites en sorte que dans mon cas, dans mon coin, je ne sois pas trop combattu. On le sait ça maintenant. Mais à quoi ça me sert? À quoi ça sert à l'opposition, à la vie politique guinéenne, à la majorité, et à la mouvance qu'on met tout ça sur la... Si on met tout ça sur la place publique, ça a encore éloigné les uns des autres les morceaux de ce que constituait l'opposition. C'est pourquoi je parle de façon mesurée. Et donc, compte tenu de ces précédents, je conseille que l'on aille dans la salle. M. Sako n'a pas de cornes comme un buffle, hein? Il n'a pas les crocs d'un lion, hein? Il ne va pas manger les opposants. On va
Moi, je suis partisan. Si ce serait un autre, j'aurais douté. Sako est un juriste compétent, un analyste juridique efficient. Il va dire ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Parce que c'est deux positions diamétralement opposées. Il y a l'opposition radicale ou républicaine, ça n'a pas beaucoup d'importance, et il y a la mouvance. Alors, il faut que le ministre Sako fasse une analyse qui aboutisse à des propositions acceptables dans le cadre de la légalité constitutionnelle de notre pays. Voilà. Ce qui nous étonne un peu, c'est que récemment, M. Jean-Marie Doré a rejoint cette opposition républicaine. Aujourd'hui, vous dites que vous êtes du centre. Non, attention. Nous nous sommes rapprochés pour un certain nombre. C'est ce que les gens ne comprennent pas ici. J'ai dit à satiété, ils ne veulent pas comprendre. Moi, je suis du centre. Si quelqu'un fait des propositions qui recoupent les positions du centre, comment voulez-vous que je lui dise non? Si quelqu'un qui est proche de moi fait des propositions vraiment inacceptables, vous croyez que pour des raisons tactiques, je vais adhérer à des prises de position, des principes complètement décalés par rapport à l'intérêt national? Jamais. Donc ici, je n'étais pas dans l'opposition républicaine que j'ai quittée. Non. J'ai pensé, compte tenu de la façon dont les problèmes se posaient, qu'on pouvait coopérer. Mais je me suis rendu compte dans la salle que les mêmes qui crient qu'ils sont les géniteurs attitrés de la démocratie vont après dans le dos des autres, n'est-ce pas, pour négocier avec le président Alpha Condé, que par ailleurs on veut charger de tous les péchés d'Israël. Vous comprenez? Je vous dis catégoriquement, certains ont été négociés dans notre dos pour accepter la date du 28 septembre. Alors qu'on avait convenu entre nous que la date convenable, au minimum, c'est 3 semaines. Pour vérifier, pour avoir le temps de vérifier l'installation des différents bureaux de vote. Vous comprenez? On ne peut pas continuer constamment à soutenir des positions bancales comme ça. Hein? On peut faire une fois pour que les partenaires dans l'alliance des partis ne se sentent pas constamment refoulés. Mais on ne peut pas prendre l'habitude non plus de l'avaler des grenouilles, des crapauds et des cafards. Non, ça ne fait pas partie de mon alimentation habituelle. Vous êtes sur Lynx FM 91.00. Nous recevons dans Œil de Lynx Jean-Marie Doré, président du parti UPG à Boubac. Régulièrement, vous êtes habitué aux situations difficiles pour avoir géré une transition qui était vraiment très difficile. Et aujourd'hui, il y a des gens qui s'accordent à dire que la situation est très grave en Guinée et qu'il faut privilégier le consensus par rapport à la loi, puisque depuis 2010, c'est le consensus qui vraiment a été privilégié dans la gestion des affaires courantes. Alors, vous qui êtes légaliste, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le consensus peut prévaloir, ou bien il faut s'arc-bouter au respect de la loi, même si cela peut conduire la Guinée dans des situations difficiles? Non, tout est relatif. La situation économique, la situation sanitaire de la Guinée, le blocage qui s'ensuit pour les investissements face au ravage de Ebola, mettent notre pays dans une situation spéciale. Et je pense qu'il faut largement en tenir compte. La loi, c'est la loi, certes, mais la Guinée est irremplaçable. Donc, il ne faut rien faire, à mon avis. Il ne faut se référer à aucune réalité juridique pour mettre en danger et l'unité nationale et l'existence physique de notre pays. Si il s'avère que les raideurs actuelles de la mouvance et de l'opposition, ajoutés à tous ces remue-ménages dans nos relations avec l'étranger, avec un taux de chômage de plus en plus important, peuvent mettre le pays dans une situation incontrôlable. Je pense que personne ne trouvera à redire qu'on recherche le consensus. Le consensus intervient là où l'application de la loi ne peut pas se justifier par rapport à l'existence du pays. Vous comprenez? Ce n'est pas par plaisir qu'on recourt à un consensus.
c'est parce que d'une part, il y a la loi, mais son application risque de remettre tout en question. Or, la loi est faite pour servir les hommes et le pays. Mais si la loi doit servir à démolir l'armature politique, sociale et économique, alors c'est une mauvaise loi. Parce que toute loi est faite pour les hommes et elle dure aussi longtemps qu'elle est utile. Si elle n'est pas utile, on la change. Voilà. Alors, vous avez un peu critiqué le fait que l'opposition campe sur sa position, a souhaité la suppression du calendrier électoral. Mais pensez-vous également que la mouvance a raison de camper sur cette même position pour dire que ce calendrier doit être maintenu? Ce que je viens de dire vous montre que on ne peut approuver personne dans sa raideur. C'est pourquoi je dis qu'il faut aller dans la salle de négociation. Quand on va négocier, c'est que toutes les rigidités sont suspendues. Et à ce moment-là, peut-être que l'opposition, si elle est habile, elle va réussir à faire revenir un peu en arrière la mouvance, et que la mouvance aussi va tempérer les ardeurs guerrières, n'est-ce pas, de l'opposition. C'est ça. On n'est pas arrivé encore au dialogue. Le dialogue, vous l'avez dit, certainement, il aura lieu, mais d'ici là, on sent déjà une certaine de l'électricité dans l'air entre l'opposition et la mouvance. Chaque parti accuse l'autre d'enrôler des mineurs, d'enrôler des gens qui n'ont pas atteint l'âge de la majorité, de jouer à des combines, etc., etc. Alors, comment peut-on parvenir à calmer un tel environnement pour préparer vraiment un environnement serein pour le dialogue? Mais non, c'est le dialogue qui va désamorcer ça. Puisque ce que vous dites là existe déjà. Donc on ne peut pas commencer par rentrer dedans. Il faut aller quelque part pour être initié à la paix. C'est quand on sera dans la salle qu'on va chercher des modus vivendi. On va dire, bon, d'ici qu'on conclut le dialogue, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. C'est ça. Mais si vous voulez maintenant qu'on résolve le problème des enfants mineurs qui sont autorisés à voter ou qui sont enrôlés pour faire la pagaille, vous ne vous en sortirez pas. Personne n'avouera qu'il envoie des enfants mineurs sur le terrain. Personne, ni la mouvance, ni l'opposition. Vous comprenez? Donc, c'est dans la salle de négociation qu'on va trouver la solution par consensus ou par l'application de la loi à tous ces problèmes-là. Alors, il y a beaucoup d'observateurs, même d'experts, qui préconisent le couplage de la présidentielle aux élections communales. Vous aviez dit, souhaiter même un couplage avec les communales, seulement après on fait les locales. Et si cette hypothèse était posée au cours du dialogue, qu'est-ce que vous allez proposer concrètement? Non, mais compte tenu du caractère farouche des positions les unes par rapport aux autres, j'ai proposé ça. Ce n'est peut-être pas la meilleure solution, mais elle fait partie des solutions possibles. N'oubliez pas que la politique, c'est l'art du possible, c'est la science du possible. Hein. Donc ici, nous sommes en train de tâter le terrain pour voir qu'est-ce qui peut faire amener autour de la table tous les acteurs qui laissent au vestiaire leurs épées, hein, et leurs gants. C'est ça. Mais je ne peux pas vous dire que ma proposition est la meilleure. Mais pour le moment, nous sommes face à deux propositions catégoriquement opposées. C'est que la date du 11 octobre ne change pas. C'est qu'elle doit changer si on veut qu'on participe aux élections. Et puis souvent même, c'est flou. Est-ce que si on ne modifie pas les tenants de la raideur pour qu'on change ou qu'on arrête les activités de la CENI, n'iront pas aux élections, c'est un autre problème qu'il faut essayer de creuser pour voir quelles seraient les conséquences sur l'avenir de la lutte politique en Guinée et même de l'organisation politique en Guinée. Parce que c'est facile de balancer comme ça. Mais est-ce qu'on a réfléchi aux conséquences ultimes de
d'un tel boycott. Vous comprenez? Donc, je pense que pour la vérité du poids des partis politiques, l'objectif à rechercher, c'est qu'on respecte la volonté des citoyens. Pour moi. Si je tiens à ce que les élections aient lieu le 11 ou le 12 ou le 20 octobre, c'est parce que peut-être les experts de mon parti sont arrivés à la conclusion que ça nous permettra d'endiguer certaines démarches, n'est-ce pas, pour truquer le résultat des élections. Alors, si on pose la question comme cela, si on part de telles mesures, en ce moment, nous allons réduire le taux de fraude à un minimum, n'est-ce pas, gérable. Vous avez annoncé tout à l'heure qu'il faudrait essayer de mettre en place des dispositifs pour essayer de limiter les fraudes pendant la présidentielle. Mais beaucoup d'observateurs constatent que la fraude a déjà commencé par le tripatouillage de ce fichier électoral qui va servir à l'organisation de cette présidentielle le 11 octobre. Maintenant, la question, c'est que faudrait-il attendre le dialogue pour qu'on décide comment enlever ces mineurs, ou bien il faudrait dès maintenant stopper le processus? Non. C'est une appréciation d'un parti autorisé à faire des critiques des actes de gouvernement, d'un parti ou de plusieurs partis, qui disent que le tripatouillage a déjà commencé. Mais je n'ai pas la liste des cas de tripatouillage, parce qu'il ne suffit pas de le dire pour que ce soit vrai. Dans la salle du dialogue, chacun va sortir ses dossiers. Et M. Sako est un homme de droit. Il dit, mais ça, par rapport à la loi, ça ne peut pas se comprendre. Alors, nous exigeons que cela change. M. Sako a peut-être dans son sac une interprétation qui s'impose à tout le monde. Je ne sais pas. Mais, vous savez, quand on balance les accusations, il faut les étayer par des preuves. Il ne suffit pas de dire que l'opposition fait ceci pour que ce soit vrai, ou que le gouvernement fait cela pour que ce soit vrai. Mais il faut apporter les éléments de preuve. Mais si vous portez les éléments de preuve dans une interview, ça concerne qui? Personne. Mais si vous dites autour d'une table de négociation, ça porte. Parce que certains croient que parce qu'ils ont parlé sur une antenne de radio, le problème va être résolu. Non. Ça, c'est votre causerie avec l'opinion publique. Maintenant, dans tous les pays qui pratiquent déjà la démocratie ou qui sont en train de l'apprendre, quand ces problèmes se posent, il faut aller autour d'une table de consultation, de négociation, comme vous voulez, de dialogue, le mot qui s'impose, pour dire, voilà, nous n'avons pas confiance pour telle et telle raison. Mais je ne peux pas rester de la rue, je dis, non, le gouvernement est en train de voler les suffrages des citoyens, et c'est un mauvais gouvernement, il faut annuler. Si je dis comme ça, les gens vont rire dans leur barbe, puis on me dit, bon, c'est un diseur de bons mots. Hein. Ben, il faut que je le dise dans un cadre qui contraint. Le cadre qui contraint, c'est autour de la table de négociation où le gestionnaire du dialogue va prendre acte des arguments qui sont posés. Et comme il a un mandat plénier, il faut qu'il se rende compte et il va dire que vraiment là, il n'y a pas moyen de contourner tel argument. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Il ne suffit pas de dénoncer. La radio, c'est bien pour éduquer les militants, pour informer l'opinion, mais il ne suffit pas d'aller le clamer, parce que j'ai dit ce que je viens de dire, que ça contraint le gouvernement. Non. Il faut aller dans la salle de dialogue. Vous êtes sur Lynx FM 91.00. Nous recevons Jean-Marie Doré, président du parti Union pour le progrès de la Guinée. À présent, nous allons observer une courte pause publicitaire. On se retrouve juste après.
Vous êtes sur Lynx FM 91.00. Vous nous suivez sur www.lynxfm.net. Avec nous dans Œil de Lynx, l'honorable Jean-Marie Doré, ancien Premier ministre de la Transition. Aboubakar. Alors, l'autre actualité aussi, c'est l'arrivée de capitaine Moussa Dadis Camara en politique, en tout cas, où son arrivée attendue. Et donc, il voit déjà un danger pour Jean-Marie Doré et d'autres leaders charismatiques de la Guinée forestière. Alors, est-ce que l'arrivée de Jean-Marie Doré et de Moussa Dadis Camara, pardon, est-ce que l'arrivée de Moussa Dadis Camara vous fait peur? Non, c'est mon jeune frère. Et tout le monde souhaite qu'il se trouve dans un cadre qui lui convienne pour développer sa sérénité, pour s'intégrer dans la vie de la communauté familiale de chez lui et de la Guinée. Mais je ne vois pas en quoi, pour quelle raison je trouverais à redire qu'il vienne. Ce n'est pas moi qui l'ai envoyé à Ouagadougou. Je ne vois pas pourquoi. Vous savez, les gens balancent comme ça des informations. J'ai appris comme vous par la presse qu'il a décidé de devenir leader d'un parti et d'être candidat aux élections. Et à cette fin, il a démissionné de l'armée. C'est des décisions autonomes que personne ne peut lui disputer. Personne n'a le droit de lui dire de le faire ou de ne pas le faire. Donc je me garderai bien de porter un jugement de valeur sur chacun de ses actes. C'est pas sur son arrivée, mais c'est sur son arrivée politique. On sait que quand il viendra, il jouit déjà d'une certaine popularité dans la mentalité guinéenne, et vous êtes un leader guinéen, mais aussi vous avez vos arrières en Guinée forestière. Est-ce que vous n'avez pas peur que son arrivée puisse un peu réécrire un peu le paysage médiatique, politique en Guinée, et surtout en Guinée forestière? En aucun cas. Parce que l'UPG a comme leader un citoyen guinéen originaire de la forêt, mais vous avez été ici pendant quelques heures, vous savez d'où je tire mes militants, et c'est dans toute la Guinée. Donc je ne vois pas pourquoi je vais me formaliser parce qu'un ressortissant de ma région vient apporter du sang neuf à la politique guinéenne. Chacun vient avec sa vision, son programme, s'il en a. Et je pense que c'est un bien, mais je ne dispute à personne le droit de faire ce qu'il veut. Mais moi, personnellement, je ne peux pas être affecté par le retour au pays annoncé par M. Moussa Dadis Camara. Alors, des actions seraient en cours quand même pour que vous, Jean-Marie Doré, vous désistiez au profit d'un candidat plus jeune. C'est des partis politiques qui le souhaiteraient. Est-ce qu'on vous a contacté pour ça? Comment quelqu'un peut me contacter? Un parti, c'est une affaire de masse. C'est pas moi l'UPG. L'UPG, il y a des plus vieux que moi. Il y en a qui sont de mon âge. Il y en a qui sont un peu plus jeunes que moi. Et il y en a qui sont très jeunes. C'est leur parti, à tous ces gens-là. Doré ne peut pas disposer de l'UPG à sa guise. Donc je ne peux pas dire que ce parti appartient à telle classe d'âge. C'est une absurdité totale. Et donc moi, ce que je peux vous dire catégoriquement, c'est qu'en aucun cas, ça ne me gêne que ou Dadis ou un autre vienne tenter sa chance. Il y a actuellement beaucoup. Il y avait, je crois, ils sont 18 partis. On n'a pas entendu parler de l'arrivée de ces 18. Ils sont venus, ils sont en train de tenter de faire leur place au soleil. Et chacun avec les moyens intellectuels, les moyens politiques, les moyens financiers dont il dispose. En tout cas, c'est pas dans l'UPG, ce n'est pas un problème. Ce problème ne se pose pas. Nous, dans Œil de Lynx, Jean-Marie Doré, président du parti UPG. Eh bien, Aboubakar vous a posé tout à l'heure la question si vous allez être candidat à la présidentielle du 11 octobre. À supposer que M. Jean-Marie Doré est candidat, qu'il ne soit pas au second tour et que on retrouve au second tour Sidia face à Alpha Condé, lequel allez-vous soutenir? Mais ça, c'est tout, c'est une supposition, ça. Qu'est-ce qui vous dit que Alpha Condé ne va pas être élu avant Doré, avant Sidia, avant celui d'Alain Diallo? Donc ici, c'est des supputations
et dans lequel je n'entre pas. Vous comprenez? Il fallait commencer par celui qui détient déjà le pouvoir et qui a les moyens de le conserver s'il veut jouer un certain jeu. Vous comprenez? Mais pourquoi vous tenez toujours à la surface de réparation des forces qui ne sont pas catégoriquement dans l'opposition? Moi, je pense que la question ne se pose pas à mon niveau. Pour le moment, notre bureau politique fera une déclaration pour se prononcer sur la candidature du président ou de tout autre militant qu'on jugerait digne de porter victorieusement notre drapeau lors de ces consultations. Et à ce moment-là, on vous accordera une grande interview sans complaisance et, comme on dit, avec ma désapprobation, sans tabou. Parce que moi, je crois à la valeur des tabous. Il faut qu'il y ait des tabous. S'il n'y a pas de tabou, c'est pas bon. Nous avons posé la question, on a décidé, peut-être que ça pourrait être Alpha face à Cellou. Pourquoi vous pensez que ça doit être comme ça? Je dis, c'est des suppositions qui ne collent pas. Parce que je vous cite des gens qui ont une certaine assise. Si tu me dis, on va comparer M. Cellou au coq de la bruyère qui est à Kassa. C'est pas une comparaison. Les vieux professeurs de la Sorbonne disaient au Moyen-Âge que inter finitum et infinitum non est proportio. C'est-à-dire entre le fini et l'infini, il n'y a pas de comparaison possible. Vous comprenez? Restons dans le cadre du possible. Le possible, c'est autour d'un certain nombre de partis. Mais je ne peux pas maintenant là les classer par ordre d'arrivée, parce que tout peut arriver. Il y a d'un côté le président qui a fixé la date des élections le 11 octobre. Or, aucun gouvernement ne fixe la date des élections sans l'avoir évalué que ça lui est le plus propice pour remporter les élections. Et aucun parti politique ne peut accepter d'aller à des élections comme nous sommes en train de voir s'il estime que maintenant, si on fixe la date des élections à telle époque, il risque de laisser ses plumes et sa crête. Vous comprenez? Alors il ne va pas. Donc dans cette confusion de l'évaluation des valeurs, je refuse catégoriquement de placer M. tel ou Mme tel à l'arrivée devant tout le monde. Je ne peux pas. Alors, puisque vous parlez du pouvoir, et on sait que c'est Alpha Condé qui est au pouvoir actuellement, il a lancé le projet Kaleta à quelques mois de la présidentielle, et certains disent que ce projet pourrait être un fonds de campagne important pour lui. On parle aussi de la cité Millennium Plaza et d'autres projets pour ce quinquennat. Est-ce que vous, personnellement, vous avez foi? Vous pensez que Kaleta pourrait être une solution de sortie de crise des Guinéens? Et si oui, est-ce que vous pensez que cela pourrait être un outil de campagne pour le président Alpha Condé? Dans tous les cas de figure, ça sera un outil de campagne. Vous comprenez bien. On apporte maintenant les panneaux, les tuyauteries, comment vous appelez ça, les pylônes. C'est pour montrer à la population qu'on est en train de s'occuper de son éclairage, de ses problèmes d'énergie. Et c'est tout à fait normal. Vous ne voyez pas un gouvernement qui va aux élections et qui ne met pas dans la poche les moyens de convaincre qu'il est à la tâche. Donc ici, ce n'est pas extraordinaire. Même les opposants rappellent au bon souvenir de leur point de vue leur passé ancien ou nouveau aux affaires. Sidia à la primature, Doré à la primature, Cellou Dalein à la primature. Ah, quand moi j'étais là-bas, voilà ce que je faisais, voilà ce que je fais. À plus forte raison, celui qui est là, vous ne pouvez pas lui refuser de faire usage de Kaleta, etc., pour persuader qu'il faut le maintenir en place. Mais est-ce que vous croyez en Kaleta? Moi, c'est simple, mais nous parlons pour la population. C'est ça. Si vous me posez la question, je dis quand même, mon ami, vous pensez bien que je réfléchis un peu, hein? Mais nous parlons pour le peuple de Guinée. Vous comprenez? Le peuple de Guinée veut de l'éclairage. Est-ce que les pylônes qu'on amène
arriveront à temps pour éclairer tout le monde. C'est ça. Quelle lecture faites-vous de la gouvernance Alpha Condé? Ben, écoutez, nous sommes en train de parler de la gouvernance comme ça. On ne peut pas parler autrement de la gouvernance. Il fait ce qu'il peut, mais le peu qu'il peut ne paraît pas suffisant aux yeux de beaucoup. Mais par contre, ses partisans disent que c'est une très bonne gouvernance. J'ai lu dans un journal toute l'œuvre magnifique dont peut se prévaloir Alpha. Et c'est dit avec beaucoup de conviction. Je crois que c'est dans l'Indépendant ou quelque chose comme ça. Donc vous voyez, c'est le point de vue des citoyens. Nous ne pouvons pas seulement tenir compte dans le bien du point de vue d'un partisan. En ce moment, nous ne serions pas objectifs nous-mêmes. Vous savez, c'est pas facile de porter un jugement de valeur sur les hommes politiques. Parce que tout est tellement fugace. Ce que nous disons aujourd'hui, il suffirait qu'un événement se produise pour que nous soyons déjà obsolètes. Voilà. Tout à l'heure, vous avez eu à évoquer également ces petits problèmes au sein de l'opposition. Ces dernières semaines, c'est cette sortie de Sidya Touré qui disait qu'il ne va pas soutenir Cellou au second tour de la présidentielle s'il était face à Alpha Condé, qui a suscité la polémique bien avant. Le rôle de Cellou comme chef de file de l'opposition a été aussi contesté par l'UFR. Comment analysez-vous cette situation? Moi, je ne suis pas dans leur alliance. Tous les deux m'en voulaient au sortir des élections présidentielles, que je leur ai fait perdre le pouvoir, et ils se sont mis à s'embrasser dans les inconnus des portes cochères. Sidya, Premier ministre, Cellou, président de la République, ils l'ont affirmé, ils ont fait des tournées. Et puis, il n'y a pas si longtemps, on a vu des bras cassés rôder autour du siège de tel ou de tel parti. C'est pourquoi je pense qu'il faut être calme et modéré quand on aborde ces problèmes-là. Je viens de lire l'interview de Sidya à propos de la désalliance qu'il y a dans laquelle il vit avec Cellou. Il dit chacun a créé son parti pour avoir le pouvoir. Je ne vois pas pourquoi on me demande si je pourrais soutenir M. tel ou M. tel. Vous comprenez? Donc tout est dit dans cette interview. Il n'y a plus d'alliance entre Sidya Touré et Cellou Dalein Diallo. Vous pouvez maquiller ça de toutes les manières que vous voulez. Les deux ne peuvent pas s'allier pour aller à la conquête du pouvoir en 2015. Il faudrait un grand miracle pour que on voit soit Sidya, soit Cellou dire du bien la vision politique de son compagnon d'armes. Je pense que comme ça, il faut accepter de vivre la vie politique. Mais pensez-vous que une fois qu'on arrive au deuxième tour, que Sidya pourrait changer peut-être de position et soutenir Cellou? Pourquoi vous parlez de deuxième tour? Alors qu'on est en train de vous dire que certains disent qu'ils ne feront rien tant que on n'a pas changé ceci, tant qu'on n'a pas changé cela. Et je vous ai dit, je crois que ces profils à l'horizon une menace de boycott. Est-ce que on a pensé à ce que serait la Guinée si les leaders politiques d'une certaine dimension s'abstenaient de participer aux élections? Vous comprenez? Mais on a vu ça, là, ça a compté des leaders à l'époque, vous. Non, du contexte d'aujourd'hui. Le contexte d'aujourd'hui, je crois qu'on n'a pas évalué encore d'une façon claire les conséquences possibles du boycott. Mais aujourd'hui, il y a un problème qui se pose, qui ne se posait pas au temps de Lansana Conté. Il y avait une sorte de consensus général autour des prises de position du général Lansana Conté. Aujourd'hui, il y a trop de grillage au sein de l'opposition.
rappelez-vous, au lendemain des élections législatives, Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré, Lansana Kouyaté sont allés à Paris, où on nous a dit qu'ils s'y décidaient de choses terribles, bouillantes, etc. Et puis les bulles de la marmite sont venues crever à la surface, n'est-ce pas, du riz importé. Vous comprenez? Donc il ne faut pas toujours prendre au pied de la lettre ce qui se dit dans un certain public. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il faut? Puisque aujourd'hui, c'est pas la première fois qu'on vous reçoit. Vous n'avez pas assez confiance en cette opposition, vous l'avez dit. Oui, on l'a vu à l'œuvre, mon cher ami. On l'a vu à l'œuvre. J'avais dit que non, je n'en ferais pas partie, mais je ne suis pas seul. Je suis sensible à l'appel du pied de certains amis qui m'ont dit non, on va créer un grand centre, on a fait un grand centre. Puis ils m'ont laissé seul là-bas, ils sont partis à l'opposition républicaine. Puis quelques jours après, je les ai vus revenir ventre à terre, parce que ça ne sent pas bon à l'intérieur de l'opposition républicaine. Moi, je suis en place. Mais le débat d'aujourd'hui concerne l'avenir de mon pays, et je suis obligé d'entrer de plein pied dans ces débats pour appeler à une meilleure approche de nos problèmes, dans la mesure où vous êtes un peu plus enclin à rejoindre l'opposition si un certain nombre d'erreurs que vous énumérez là étaient... C'est des rapprochements tactiques, c'est pas des rapprochements stratégiques. Vous comprenez? Si on discute des points ponctuels, nos points de vue se rapprochent, alors on cherche à faire la synthèse. Mais je me suis rendu compte que chaque fois que ce rapprochement a lieu, il y a des gens qui ont des grands couteaux qui viennent cisailler ce qu'on est en train de construire, ces fameux accords pour l'ordre des élections auxquels se réfère constamment l'opposition. Je leur ai dit de ne pas suivre la proposition. Je viens de vous le dire, de M. Ginit. Le même, ça lui arrive au Burundi. Vous comprenez? Il est rejeté par l'opposition burundaise. Mais cette fois-ci, il y a quand même un homme d'expérience, Ibn Chambas, qui est venu. Donc avec lui, peut-être qu'avec un peu de mayonnaise... Et réagissent sur la démarche vers la reprise de confiance des investisseurs à la Guinée. Parce qu'il ne faut pas que la vie de notre pays soit arrimée à des bavardages politiques constamment. Il faut qu'on nous prenne au sérieux, que ce soit un gouvernement de cette cacophonie, ajoutée à Ebola, faire ressembler notre pays à un cirque. Hein? Et il n'est pas bon. Moi, je n'ai pas aucun talent d'homme de cirque. Alors, si le comportement des autres amène à me juger comme un homme de cirque, je me rébelle. Vous comprenez? Il y a beaucoup de problèmes. Mais vous vous rébellez souvent contre l'opposition. C'est rarement contre le pouvoir, et votre centrisme, selon des observateurs, est beaucoup plus rapproché du pouvoir que de l'opposition. Qu'est-ce que vous appelez observateurs? C'est des gens fatigués qui n'osent pas prendre de position et qui sont couchés comme le lynx les dessine dans ces colonnes sous le cocotier et puis en train de balancer des mots comme ça. Non. J'ai un homme pondéré. Vous savez, quand il y a eu l'affaire de Zogota, j'ai pris position catégoriquement. Quand il y a eu l'affaire de Romain, j'ai pris position catégoriquement. Parce que je ne comprenais pas que telle chose arrive, que ce soit à Tougué ou à Sans-Salé ou à plus forte raison chez moi, dans mon lit. Vous comprenez, je n'accepte pas. Si les déclarations d'un leader politique rejoignent mon point de vue, pourquoi je vais le rejeter? Donc vous pensez que si il arrivait que Cellou Dalein, et Sidya et Lansana Kouyaté s'abstenaient d'aller à la présidentielle, que ça allait porter préjudice à la Guinée? Non, je me pose des questions. Je dis, est-ce que les gens se trompent en croyant que chaque fois que la communauté internationale intervient dans le règlement des conflits politiques dans un pays,
va prendre une position pour l'opposition. C'est vrai, c'est pas vrai du tout. C'est faux. La communauté internationale tient compte aussi du poids de celui qui peut maintenir l'ordre public. Vous comprenez? On ne tient pas, c'est la politique qu'on ne soutient pas les gens couchés. Vous comprenez? On tient compte des gens debout, à faire face à leurs responsabilités, à tenir compte d'un certain pragmatisme pour avancer. Et c'est ce pragmatisme qui manque au comportement et au langage de l'opposition. Vous avez dit que je corse souvent l'opposition. Je n'assiste pas à la réunion de la mouvance, parce que je n'en suis pas. Mais j'écoute plus souvent et je regarde, parce que les critiques des actes du gouvernement viennent plus de l'opposition que de la mouvance. Donc, pour savoir si l'opinion, si la mayonnaise tient, il faut écouter de ce côté-là. Or, quand on écoute l'opposition, il y a des moments où elle n'est pas en phase avec elle-même ses propositions. Elle dit ça ce matin et le lendemain, son comportement concret sur le terrain la condamne. Je prends un cas. On avait dit, si jamais le gouvernement ne tient pas, pourquoi parler comme ça? Vous croyez que moi je vais adhérer à des propos comme ça? Jamais, en aucun cas. Il y a eu une manifestation, il y a eu des enfants blessés ou morts, et puis la paix est revenue dans les rues. Vous comprenez? Parce qu'il ne faut pas parler de l'autre comme si, physiquement, lui aussi se prépare pour rendre les coups que tu lui destines. C'est comme ça. Mais si tous les débats doivent se faire dans la rue, mais nous devenons l'informateur de celui qui est en face. Mais donc, vous n'avez pas apprécié ces dernières manifestations de l'opposition. Donc, je n'étais pas là. Mais vous avez suivi ce qui s'est passé en Guinée. Mais comment je pouvais suivre? Je n'étais pas là. Il n'était pas en Guinée, mais vous êtes d'accord quand même que la manifestation est un droit reconnu, que c'est un moyen dont use l'opposition. C'est presque le seul moyen de pression qu'il a face à ce pouvoir. Pas de manifestation et de cortège est reconnu. C'est un droit constitutionnel qu'on ne peut pas dénier à une organisation politique qui a fait preuve d'une certaine maturité et à laquelle adhère une fraction importante de notre peuple. La différence entre Cellou Dalein Diallo et le président Alpha lors des dernières élections. Alpha Condé a eu 51-20, je crois, et Cellou a eu 48. 48 voix, c'est beaucoup. C'est énorme, 48%. Donc, c'est normal que le gouvernement, c'est normal, c'est obligé que le gouvernement écoute l'opposition. Mais pour traiter maintenant au fond les problèmes pour lesquels il a pris écoute avec l'opposition, il faut aller au dialogue. Mais il ne faut pas dire, si on va au dialogue, ils ne vont pas écouter. Alors, ça c'est un procès d'intention. C'est pas normal. Il faut aller dans la salle, dire, prendre à témoin le peuple. Malgré notre conviction que le dialogue ne donnait rien, à la demande de la population, des notables, etc., nous avons été dans la salle. Voilà ce que nous avons demandé, voilà ce qu'on nous a refusé, voilà ce qu'on nous propose. Ou on ne nous a rien proposé du tout. C'est comme ça que je comprends. Là, je crois que c'est le moins qu'on... Vous croyez que c'est comme ça, ça va se donner comme ça? Celui qui est au pouvoir, vous croyez qu'il va vous céder comme ça pour vous faire plaisir? Il n'y a pas de plaisir dans ça. Beaucoup de chefs d'État africains, ils se font écrire des lettres par leur population pour dire que le peuple demande de rester pour au bout de 15 ans, 20 ans, etc. Non. On se retrouve juste après dans Œil de Lynx avec l'un du Parti Union pour le progrès de la Guinée. Votre actualité, c'est dans Œil de Lynx. Œil de Lynx, au cœur des dossiers brûlants. C'est sur Lynx FM 91.0 du lundi au vendredi de 10h à 11h. Et maintenant, la parole à nos auditeurs sur Facebook et par SMS. Vous êtes 91.0
0, nous recevons dans œil de l'ex monsieur Jean-Marie Doré, député à l'Assemblée nationale, ancien premier ministre de la transition sous le général Sekouba Konaté. Il est également le président du parti Union pour le progrès de la Guinée, UPG. Cette partie de l'ebook est par SMS Aboubakr sur Facebook. Moustapha Diallo sur Facebook. Jean-Marie Doré, dites-nous clairement de quel camp vous vous trouvez, si veut dire à quel camp politique vous appartenez, et pourquoi vous n'expliquez pas au peuple de Guinée ce qui s'est passé pendant la transition, notamment autour de l'élection présidentielle. Mais le peuple de Guinée a été informé, et ce n'était pas au gouvernement d'expliquer, c'est à la CENI, à la Cour suprême, peut-être comment il s'appelle, M. Diallo, Moustapha Diallo. M. Moustapha Diallo. Il le sait certainement, mais en réponse à sa question, je lui rappelle qu'il y a un cadre d'expression et d'explication des résultats des élections. C'est la Cour suprême qui décide. Voilà, indépendamment de la volonté des partis. Et cet SMS que nous envoie notre auditeur, vous avez pris position concernant Zogota, également concernant ce qui s'est passé à Koulé et Nzerekore Beila. Aujourd'hui, on parle d'anciennes recrues de Kaleta qui seraient dans une forêt à Kéréma. Il y a eu des arrestations au niveau de ce dossier. Certains sont venus au PM. Calmement, pour savoir ce qui est passé là-bas. Et quand je vais parler, on ne revient pas en arrière. Mais ce n'est pas être efficace que de se jeter sur l'information sans vérifier. Clair, le cas de Koulé était clair. Si vous vous souvenez, je me suis prononcé sur les acteurs. De qui a organisé ça. J'ai dit publiquement. Pour le Nzerekore, la bagarre du Nzerekore, j'ai dit publiquement, j'ai désigné du doigt qui a fait cela. Mais c'est parce qu'il nous faut, nous ne sommes pas un parti qui fait de l'agitation. Un candidat de la mouvance, lequel allez-vous soutenir pour ce second tour? On n'a même pas encore déposé les candidatures et je ne sais pas quels sont les candidats qui vont être présentés, sauf le cas de Dadis que nous connaissons, puisque c'est déjà posé, et le cas de M. Gandhi, je crois, de l'UGDD. Deux candidats que nous connaissons, il ne les a pas cités, donc il m'est difficile de me prononcer. Est-ce que Alpha Condé sera candidat? Est-ce que Douré sera candidat? Est-ce que Cellou Dalein sera candidat? Est-ce que Douré sera candidat? Je ne sais pas. Et comment je peux anticiper dans l'ignorance de tout cela? Cet auditeur qui nous envoie cet SMS, il dit que vous dites que des leaders ont eu à négocier en 2013 dans le cas. S'il vous plaît, il faut les dénoncer. Ne gardez pas le silence comme vous l'aviez fait concernant ce fameux empoisonnement de l'esplanade du Palais du Peuple. Mais j'ai dit en son temps, je crois même dans une interview que j'ai accordée à Lynx FM, j'ai dit qui a fait ça. Mais je ne vais pas reprendre comme une litanie, les mêmes choses. Je ne pas à la radio, je m'excuse auprès de lui, mais j'ai dit le nom de celui qui avait fait, il ne met pas encore le temps de venir de réveiller les morts. Ah non, vous ne l'aviez pas dit chez nous, vous aviez dit que vous n'allez pas le dire parce que vous ne pouvez pas mettre à la place publique les gestions de l'État, mais que le moment viendra où vous allez dire l'esplanade, l'empoisonnement. Mais là, c'est des partis qui auraient négocié des députés. J'ai dit que j'étais avec mon ami Badiko. On a négocié. J'ai dit tout ça publiquement là-bas. Je dis publiquement. Pendant une semaine, j'ai insisté sur ça. Alors, je parle pour le plaisir. Et la transition, et qui disent que c'est ce qui a abouti à la catastrophe que la Guinée traverse aujourd'hui. Qu'est-ce que cette catastrophe-là? Je ne me dis pas, moi je ne vois pas, je vais, la végétation, vous voyez la végétation verte devant ma maison, il n'y a pas de catastrophe. La Guinée n'a pas tremblé, il n'y a pas eu de tsunami, il n'y a pas eu de raz de marée. Alors quelle est la catastrophe là? Participation au deuxième tour de Sidya Touré. Ou bien le départ précipité de Kouyaté après les élections législatives. Vous comprenez? Et ils veulent qu'on soit précis, ils ne sont jamais précis dans leurs questions. Voilà. Cet auditeur qui dit, est-ce que vous considérez Cellou Dalein comme étant votre chef de file en tant qu'opposant? La question là ne m'intéresse pas. La loi dit que le parti qui a eu le plus grand nombre de voix aux dernières élections comme opposition, et ses fonctions sont clairement définies.
Donc, ce n'est pas une question de volonté de M. Doré, que ça me plaise ou que ça ne me plaise pas. Il y a une loi qui confère au parti, au leader de la loi, qui le dit. Mais certains disent que c'était un moyen qu'Alpha Condé a utilisé aussi pour semer la discorde entre Sidya Touré et Cellou Dalein. Non, je m'inscris en faux contre ça. Depuis que nous étions à la CODEM, le doyen Bam Madou, que nous avions choisi comme a posé clairement la question. Il ne faut pas toujours personnaliser les problèmes. Si demain, c'est un autre parti qui a plus de voix, aussi aux prochaines élections présidentielles, un parti de l'opposition qui ne gagne pas les élections, mais qui a le plus grand nombre de voix par rapport à celui qui est élu, il devient automatiquement chef de file de l'opposition. Ce n'est pas une affaire qui fait l'objet de débat. Je ne vois pas pourquoi on va débattre ça. Le problème est tranché par la loi. Si nous sommes des démocrates et des républicains, on doit reconnaître l'autorité de la loi. Voilà. Cet SMS de cet auditeur qui dit, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on ait des concertations alors qu'on a une présidentielle qui se profile à l'horizon? Mais non, tout parti en France, on négocie. En Italie, on négocie. En Angleterre, on négocie. Pourquoi, quand on demande à l'opposition Guinée, ce serait une combine du président de la République. C'est l'opposition qui demande le dialogue structuré. Donc, vous voulez dire que l'opposition fait des combines contre elle-même? Rappelez-vous, je crois que vous avez étudié les institutions grecques. Lorsque l'Ecclésia se réunissait, c'était les grands ténors qui tenaient le haut du pavé, n'est-ce pas, en proclamant leurs convictions. Donc la démocratie est née avec le débat. Facebook, Monsieur Jean-Marie Doré, quand le président Alpha Condé disait qu'il hérite d'un pays et non d'un État, vous l'avez contredit parce que vous assurez à la transition. Je voudrais savoir la différence que vous faites entre un État et un pays. Ça, c'est la première question. Deuxième, sur laquelle vous êtes focalisé, vous vous êtes fondé, affirmez que le Fouta est félin à administratif, financier, militaire, policier. Vous comprenez? Il dit qu'il a hérité de l'État d'un pays. C'est-à-dire qu'il y a la Moyenne Guinée, la Basse Guinée, la Haute Guinée, la forêt, qui sont des ensembles intangibles. Vous ne pouvez pas arracher les arbres ici. Ni les forêts-galeries du Fouta, ni la savane de Cancan, ni les Iroquois de la forêt. Vous comprenez? C'est comme ça. Nous avons hérité de cet espace-là. Ça, c'est l'État. Qu'il fasse chaud, que la gauche gagne ou que la droite perde, et ainsi de suite, le pays est là. Mais l'institution étatique, non. Ce qui ne m'avait pas plu que le président dise ça. Parce que s'il n'y avait pas un État fort, lui n'aurait pas été élu. On aurait été noyé dans la chienlit qu'il y avait dans la rue. Quand j'ai dit ça, on a dit que moi j'ai traité les peuls de loup. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit, quelqu'un qui arrête un automobiliste, ce type ne porte aucune pancarte, aucun signe distinctif qui l'appartient pas. On le sort par la portière de sa voiture, on le bastonne. J'ai dit que j'ai pris la précaution avec les militants de l'UFDG, de l'UFR et de mon parti. Mais je ne peux pas imaginer qu'un militant dont le parti veut prendre le pouvoir d'État et gérer ce pays puisse procéder à casser les quelques biens existants. C'est ce que je dis. Parce qu'il ne faut pas que les gens vous bâillonnent pour vous empêcher de dire ce qui va et ce qui ne va pas dans le pays. Il ne faut pas que la critique soit à sens unique. Voilà. Jamais on ne me poussera, si je gouverne, on me poussera à dire sur la place publique ce qui doit rester dans les archives. Vous comprenez? Il y a des choses qui ne sont pas... Il n'est pas bon de réveiller les morts. Sincèrement, on ne contrôlera pas le pays. Voilà. Cet auditeur qui dit qu'Alpha Condé est actuellement en tournée en Haute-Guinée, il a été à Dabola, Dingiko, ça reste de la pré-campagne avant la présidentielle du 11 octobre. Tous les partis politiques sont en pré-campagne. Si Alpha Condé, le leader du RPG, il a le droit, comme moi, comme Cellou, comme celui de faire la pré-campagne.
Vous rappelez-vous, je vais vous dire quelque chose. C'est pourquoi je ne serai jamais en phase avec mes amis, tant de la mouvance que de l'opposition. Quand Lansana Conté prenait l'hélicoptère pour aller faire sa campagne, on a dit non, il n'a pas le droit d'utiliser les biens de l'État. Mais est-ce que vous imaginez que le président de la République soit à pied, à vélo? Mais c'est inhérent tant qu'il n'a pas été remplacé, il est président de la République. Quand il se déplace, il prend les biens mis à sa disposition pour le maintien de l'État. Vous encouragez l'utilisation des biens de l'État. C'est comme ça en Côte d'Ivoire, en Sierra Leone, en France. Vous croyez que M. Sarkozy allait faire sa campagne à pied? On lui demande même de rendre compte de certains débordements. Pourquoi? Non, il ne faut pas prendre comme ça. Ce que tu ne faisais pas, un ami, il ne faisait pas la campagne à pied, il utilisait les biens de l'État. Lansana Conté a utilisé les biens de l'État. Dadis a utilisé les biens de l'État. Conté a utilisé les biens de Konaté a utilisé les biens de l'État. Qui encore? Vous-même, vous avez utilisé les biens de l'État en tant que Premier ministre. Interdire aux gens de faire ce qu'ils doivent faire. Ça fait partie intégrante de ses fonctions. Il le doit utiliser parce qu'en même temps qu'il est candidat, il continue de gérer le pays. Et je suis très content que Alpha aujourd'hui fasse la campagne dans les biens de l'État parce qu'il n'était pas tendre avec Lansana Conté. À l'époque, il utilise les biens de l'État, mais il est dans son hélicoptère actuellement. Il est dans son hélicoptère et je ne vois pas Alpha Condé aller courir la Guinée. Je serais contre. Il faut qu'il utilise les moyens qui garantissent sa sécurité par l'utilisation non seulement mais du personnel. Le candidat devrait avoir les mêmes moyens. Non. Tous les candidats ne sont pas présidents de la République. Parce que si vous abordez comme ça, ça veut dire que l'État est sans président. Tout en étant candidat, il continue d'être responsable de la marche de l'État. Et ses attributs lui donnent le droit d'utiliser les biens de l'État. Si vous êtes président de la République aujourd'hui, l'exercice de ses fonctions. Je suis sûr que s'il est élu président de la République, demain, il va acheter un vêtement médicalisé avec qui pose le problème de le Fonds monétaire international. Vous comprenez? Il y a des choses possibles et il y en a qui ne le sont pas. Ça, il faut que ce soit catégorique. Je ne change pas d'avis là-dessus. Je pense que le président de la République a le droit absolu pour sa sécurité, pour la sécurité de l'État, pour la gestion de l'État, d'utiliser les moyens de l'État, bien qu'il soit candidat. Moria Kaba sur la page Facebook. Pensez-vous, M. Doré, vraiment qu'avec une élection transparente, inclusive, Alpha Condé peut gagner la tour? Ça qu'il pose dans le conditionnel. Vous comprenez? Moi, je ne suis pas Madame Soleil pour répondre à des questions comme ça. Si on fait la campagne, c'est parce que il y a toujours un doute sur le résultat final. Il y a ce qu'on appelle les surprises. Les surprises sont inhérentes à tout ce qui peut arriver. Voilà. Cet auditeur qui revient sur les bisbilles entre l'IFDG, selon lui, Sidya Touré est un peu fâché parce que Cellou Dalein et son parti n'ont pas accepté qu'il soit le candidat unique de l'opposition face à Alpha Condé. Est-ce que pensez-vous qu'un candidat unique pourrait battre Alpha Condé? Double candidat, triple candidat. Prochain maintenant aux élections, chacun se voit dans la peau, n'est-ce pas, du futur chef de l'État. C'est pourquoi ce n'est pas possible que dans le contexte guinéen d'aujourd'hui, je ne dis pas dans le futur, qu'il y ait un candidat unique. Il y a beaucoup d'autres raisons à ça. Il y a des raisons d'ordre psychologique, il y a des raisons diverses qui font que je ne vois pas un candidat d'une certaine stature renoncer. Au lieu de poser la question, est-ce que Sidya peut céder devant Cellou? Poser la question, est-ce que Cellou a annoncé au Fouta qu'il ne sera pas candidat, il laisse sa place à Sidya Touré? C'est inimaginable. Je ne vois pas Condé aller à Boké ou à Kankasigri ou à Dengue ou à Labé, dire que voilà, peuple de Guinée, j'ai décidé de passer la main à M. Kouya. Est-ce que vous croyez que c'est imaginable? Non. Il y a des choses qu'on peut imaginer, il y a d'autres qu'on ne peut pas imaginer.
Ça, parce que chacun a des comptes à rendre à sa base. Et l'orgueil des Africains leur interdit certaines concessions. On dit, tu es élu pour 5 ans renouvelable une fois, au terme de... Dieu n'a pas donné le pouvoir comme ça. On dit, omnis potestas ad Deo, tout pouvoir vient de Dieu. Mais saint Thomas d'Aquin a tempéré ça. Hein? Sed per populum, mais par le suffrage du peuple. Hein? Tout légitime. Voilà. Mayenne Sissoko, sur la page Facebook, Monsieur Jean-Marie Doré, est-ce que vous êtes d'accord à reconnaître avec nous qu'aujourd'hui, les deux principaux leaders de l'opposition, en l'occurrence celui d'Alain Sidia et le président de la République Alpha Condé, sont les trois vrais problèmes de la Guinée aujourd'hui? D'abord, je ne vois pas le classement arbitraire qu'il fait en disant que les deux grands principaux leaders, pourquoi? Principaux en quoi? Le président de la République, le second qui est chef de file de l'opposition. C'est tout, il faut s'arrêter là, il faut freiner. Tout le reste là, ça c'est un supplément que tu apportes. Vous risquez de fâcher Sidia Touré. Ah, je n'ai pas l'intention du tout de fâcher M. Sidia Touré. Je m'en garderai bien. Mais je dis, la loi dit que celui qui arrive premier au deuxième tour, si c'est le cas, devient chef de l'État. Il devient chef de file de l'opposition. C'est ça, il faut arriver là, il faut freiner, mettre la cale. C'est tout. Aboubakar. Thierno Moussa Fatako qui revient, quel conseil donnez-vous à l'opposition guinéenne pour qu'elle puisse vraiment... avec leur grosse godasse dans les bouts des rues de Conakry. Hein? Je refuse catégoriquement, je m'occupe de mes affaires. Voilà. Vous êtes sur Lynx FM 91.00 avec nous dans Œil de Lynx, Jean, député à l'Assemblée nationale. Cette émission tire vers sa fin. Il ne nous reste plus qu'à vous demander, Monsieur Jean-Marie Doré, la conclusion. La conclusion, on doit tout sacrifier pour la promotion de l'intérêt national, pour le renouveau de confiance entre les Guinéens, comme condition sine qua non nationale. Et aussi d'apprendre, ça sera long, d'apprendre à se tolérer pour rendre possible l'acceptation des résultats des élections. Ce n'est pas la mascarade électorale qui valorise qui valorise les différents schèmes. Et aujourd'hui, la Guinée souffre profondément. Hein? On ne s'attendait pas du tout. Et puis, on ne voit pas le pays avancer dans un certain concert de confiance. Et tout cela nuit à notre pays. C'est pourquoi je pense qu'il faut prier le Dieu des hommes politiques qui amène le renouveau de paix, de confiance dans les autres, et que puisse enfin marquer des points. Voilà. Eh bien, il faut tout sacrifier pour l'unité nationale, se battre pour l'acceptation des résultats des futures échéances électorales. Preuve de tolérance, c'est le souhait de l'honorable Jean-Marie Doré, président du parti IPG, que nous avons reçu ce matin dans Œil de Lynx. À la technique, il y avait Mamadou Koné, Mamadou Touré, réalisation Tcherno Alpha Ibrahima Baldé, à l'animation Aboubakar et Azokaba. Merci et bonne suite de programme sur Lynx FM.